prise le jour de la prise du pouvoir, il ne figure pas M. Aboubakar Diakité. Bon, il n'était pas, ce milieu-là, il n'était pas là-bas. Hein. Est-ce que c'était le milieu central qui a permis la véritable prise de pouvoir? C'est dans le salon là que nous, on a discuté le tout et on a tombé d'accord, nous les 4 personnes. Après ça, c'est notre sortie maintenant. C'est donc clair que tout ce qui a été dit par M. Aboubakar Toumba sur la prise de pouvoir ici est une contre-vérité. C'était même pas vrai. Parfait. On va passer maintenant. Hier, nous étions avec le 4e point sur des questions en rapport avec le président Dadis. Nous parlions dans un premier temps de la situation de Kaleya. Je continue les questions par rapport à ça. Je vous disais hier au camp, à la présidence, où était bien sûr la présidence? Où était votre bureau? Est-ce que c'était à côté de la présidence? Nous étions tous dans la même cour de la présidence, mais moi j'étais vers la sortie arrière. Vous étiez vers la sortie arrière? Oui. Est-ce qu'à partir de chez vous, vous pouviez comprendre tout ce qui se passait au niveau de la présidence? Non, quand même, il y a certains bâtiments entre nous et le bâtiment du président. Je vais préciser ma question. Est-ce que s'il y avait beaucoup d'éléments qu'on qualifie ici de recrues, beaucoup de supposés recrues, est-ce que vous pouviez les voir à partir de là où vous étiez? Non, s'il y avait des éléments, mes hommes même allaient me renseigner. Je vous pose la question parce que j'ai posé la même question à M. Cécile Raphaël, qui a dit être là-bas à tout moment et qui aussi n'a constaté rien par rapport à cela, n'a pas pu dévisager n'a pas pu connaître des visages. Est-ce que selon vous, est-il possible qu'il y ait 250 ou 300 ou même 500 selon certaines déclarations ici de gens là-bas sans que vous ne soyez au courant? Je n'ai pas vu les gens dans le régiment là-bas. En tout cas, je n'étais pas au courant de ça. Monsieur Pivi, dites-moi, est-ce qu'il y a un bâtiment là capable d'abriter tout ce monde-là, jusqu'à 500 personnes en même temps? Non, moi je ne vois pas ce bâtiment là-bas au régiment. Vous savez que vous avez raison, c'est justement pourquoi on veut créer un hôtel imaginaire à l'aéroport pour faire comprendre qu'une partie de ces gens-là y étaient. Il n'y a pas de bâtiment pouvant accueillir ce nombre de personnes, n'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que c'est même une impossibilité absolue. Absolument. Monsieur Claude, vous avez écouté Feu Jean-Marie Doré. Aussi, vous ne l'avez pas écouté, il a été quand même entendu sur PV, où il a parlé, lui étant au stade, il avait parlé de présence de l'Ulimo. La présence de l'Ulimo au stade. Vous qui avez combattu au Libéria, en Sierra Leone, est-ce que, connaissant M. Jean-Marie Doré, ce qu'il a dit était vrai? Bon, comme moi je n'étais pas au stade, je ne pouvais pas identifier quelqu'un parce que je n'étais pas là-bas. D'accord. Parmi vous qui étiez responsable pendant le pouvoir, passez-moi l'expression du CNDD, qui travaillait à Macenta, reprenez la question. Qui avait été muté à Macenta par le général, par feu général Lansana Conté,
et qui avait beaucoup plus d'acquaintance avec les gens de l'Ulimo? Bon, généralement, les Inimo, lorsque nous étions dans le Libéria, les Inimo venaient souvent vers Massanta, auquel le général Sekouba était basé à Massanta comme le représentant de Bata. Parfait. Ça veut dire que s'il y avait parmi vous des gens qui connaissaient mieux ceux qui travaillent ou ceux qui étaient des combattants de l'UNIMO, c'était bien en première position le général Sekouba Konaté. Oui, bien sûr, mais le général, lui, il connaissait bien beaucoup des Inimo parce que beaucoup passaient vers Massanta devant lui et lui-même, il mettait beaucoup aux arrêts et ainsi de suite. Parfait. Est-ce que vous saviez que le 28 septembre 2009, le jour des manifestations au stade, à 9h30, le général Sekouba a quitté l'aéroport de Conakry pour se rendre à Macenta? Bon, moi, ce n'est que le soir que j'ai appris ça. Vous aviez appris ça le soir. Mais voilà. Est-ce que vous saviez qu'il n'avait pas un agenda particulier là-bas? Et que même son patron, le président de l'époque, n'était pas au courant? Bon, moi, ça, franchement, moi-même, je me suis demandé, mais le ministre de la Défense n'est pas en place. Mais sûrement, s'il avait une mission, ça, c'était entre lui et le président de la République. Et ça ne vous a rien dit, absolument rien dit? Que le fait que le pays, ce jour, connaisse ces manifestations et qu'à 9h30, sans dire mot à quelqu'un, il quitte pour aller à Macenta, là où il connaissait déjà des gens de l'Ulimo, et parmi eux, Jean-Marie Doré a pu dévisager certains. Vous n'aviez pas de commentaire par rapport à cela? Ça ne vous dit absolument rien en tant que militaire? Oui, bon, lorsque moi j'ai attendu la version de Jean-Marie en disant que même il y avait des Inimo au niveau du stade du 28 septembre, ça m'a dit beaucoup de choses parce que j'ai dit, mais comment ces Inimo peuvent être au milieu de la population? Donc, il faudrait que tout cela les enquêtes soient mises. Les éléments qui suivent vont vous aider beaucoup plus. Monsieur Claude, vous aviez dit ici, toujours par rapport aux questions en relation avec le président Dadis, vous avez dit ici que le 26, vous êtes allé à l'Abbé. Vous confirmez? Si, le 26, oui, effectif. La nuit, vous n'étiez donc pas à Conakry. Vous avez dit également que vous avez quitté l'Abbé pour Conakry le 27 dans la soirée, vers 20h. Oui, mais c'est que le chef d'État avait bougé avant nous. Nous, on était restés derrière. Parfait. Je veux juste qu'on revienne sur un élément important, le temps, l'heure. Vous savez, vous avez dit ici, on vous a posé des questions, alors même que le président a dit qu'il était là à minuit, vous aviez dit que vous étiez là après 22 heures. Quand vous quittez, vous avez quitté exactement à quelle heure? À l'Abbé? Bon, nous, comme on avait certains camions avec nous, on a quitté un peu vers le soir à l'Abbé. Très tard. Voilà, un peu tard. Est-ce que vous saviez qu'entre l'Abbé et Conakry, nous avons 350,7 km? Vous connaissiez ça? Bon, en tout cas, oui, mais il y a une distance quand même. Il y a une distance. Parfait. Est-ce que à ce moment-là, l'état des routes, est-ce que vous savez que l'état des routes n'était pas bon? Bon, si moi j'ai arrivé à dire 22 heures, ce n'est pas à 22 heures exactement que je suis venu à Conakry. En fait, je veux juste vous faire comprendre. Est-ce qu'on peut quitter à l'Abbé après 20 heures et être à Conakry à 22 heures? Est-ce que cela est possible
en dehors d'un avion avec cet état de route? Non. Mais est-ce que alors vous ne dites pas juste que vous, parce que cela fait très longtemps, vous vous êtes trompé sur l'heure? Justement. Vous êtes donc trompé sur l'heure. Matériellement, c'est impossible. C'est une impossibilité absolue. Oui. Monsieur Claude, et justement, ce jour-là, vous ne vous demandez pas comment on a pu se tromper? Est-ce que c'était vraiment une erreur ou est-ce que c'était expressément fait que l'on mette dans le réservoir du véhicule du président du gasoil à la place de l'essence? Est-ce que vous pensez que cela était sciemment fait pour ôter sa vie, pour attenter à sa vie? Ah, nous-mêmes, ça nous a beaucoup dit beaucoup de choses. Et même quand il y a eu ça, nous, on était obligés de retourner encore venir jusqu'au lieu de la station parce qu'on s'est dit que peut-être le chauffeur a fait sciemment ou il a fait exprès, on ne sait pas. C'était un complot qui a commencé là. On va le démontrer. Vous ne pensez pas justement que le 28 septembre, vous avez dit ici dans un langage propre peut-être à vous, vous avez dit on a voulu gâter notre pouvoir, on n'a pas compris peut-être. Est-ce que vous n'avez pas voulu dire qu'on a voulu salir le pouvoir parce que le président Dadis avait clamé haut et fort qu'ayant pris le pouvoir sans effusion de sang, aucun sang ne sera versé tant qu'il sera président et que le jour où il y a du sang, il démissionnera? Effectivement, il a toujours dit ça quand même. Il a toujours dit ça. Quand j'ai parlé, ça veut gâter, ça veut dire que ça salit notre travail. Ça salit votre travail. Voilà. Mais est-ce que vous étiez avec le président la nuit du 28? Allô? Vous étiez avec le président la nuit du 28? Le 28? Oui, la nuit du 28 septembre 2009, le jour des événements du 28 septembre. Oui, le 28, je suis venu dans son bureau. Est-ce que vous étiez à côté quand il était avec l'attaché de presse, M. Mandjou, qui est actuellement attaché de presse au Maroc, avec sa chef protocole, Mme Doumbouya, et autres? Est-ce que vous étiez avec eux quand il avait dit qu'il démissionnait la même nuit? Et son médecin, est-ce que vous étiez là? Non, je n'étais pas là-bas en ce moment. Vous n'étiez pas là. Alors je vous informe qu'il a voulu démissionner la nuit et que M. Mandjou lui a dit, si vous démissionnez aujourd'hui, on va vous tuer et cette armée sera en lambeaux. Est-ce que vous saviez également ce jour, il n'a pas arrêté de pleurer et que ce sont médecins qui lui a donné des produits pharmaceutiques pour qu'il dorme? Est-ce que vous saviez cela? Je crois que ça s'est passé avant que je n'arrive. Ça s'est passé avant que vous n'arriviez. Voilà. Pensez-vous que une personne qui est conçue, comme on le dit, qui est préparée, qui est organisée, qui est fournie les moyens, qui est fait tout, peut avoir de telles réactions? Est-ce que vous pensez que c'est possible pour qu'il y ait cette réaction, cette nuit-là, si c'était lui qui était à l'origine de tout ce pourquoi nous sommes ici? Moi, je sais, le président Dadis ne peut même pas avoir l'idée d'envoyer des gens pour aller massacrer la population. Il n'a jamais pensé à ça. D'accord. Monsieur Pivi, Monsieur Aboubakar Diakité a expliqué que pour le recrutement de Kaleya, il avait lui-même un quota, publiquement ici, et que le général Sekouba avait un quota. Il a aussi expliqué que vous n'en saviez rien de cela, ici. Premièrement, n'est-ce pas la preuve que vous n'avez rien à voir avec cette affaire de Kaleya? Moi, j'avais toujours dit ça. J'ai dit, vous savez, on était tous regroupés au régiment. Mais il y a eu un certain moment, moi j'étais un peu ségrégué. Ça, je veux dire ça maintenant. Oui. Donc, dans ce cadre-là,
il pouvait tenir des choses que moi, je n'étais même pas informé. Donc, Voilà la raison pour laquelle la station de Kalea, j'ai toujours dit que je n'en sais rien là-dedans. Et vous pouvez bien les demander s'ils ils ont vu mon pied là-bas. ça veut dire que vous dites donc la vérité quand vous dites que vous ne saviez rien de Kalea. Je n'en sais rien. Parfait. En ce moment, est-ce que lui-même, qui a déclaré publiquement ici qu'il avait un quota, est-ce que lui-même, il n'en sait pas beaucoup pour cette affaire de Kalea? Justement parce que c'est eux qui ont organisé ça, ils peuvent se diviser de grandes quantités parce que c'était entre eux. Est-ce que justement en disant également que le général Sekouba Konaté avait un quota, est-ce qu'il n'indique pas aussi que le général Konaté savait beaucoup de Kalea? Beaucoup de choses de Kalea. Vraiment, c'est-à-dire, on était tous là-bas. Franchement, moi j'étais noir dans ça. Je ne savais pas, je ne savais rien. Vous qui êtes militaire, qui étiez haut placé, qui recrute dans l'armée? Qui est? Le recrutement incombe à qui? À quelle autorité au sein d'une armée? Le recrutement, c'est au niveau du ministre de la Défense. Parfait. Vous saviez même, ça fait partie de l'actualité. Hein? On veut recruter où il y a un ministre de la Défense qui est à la manœuvre, pas un président. Est-ce qu'un président qui peut recruter par l'intermédiaire du ministre de la Défense, est-ce qu'il a besoin d'avoir des milices? Ça, c'est entre les deux, parce que le ministre de la Défense, il ne peut pas recruter aussi seul, il faut qu'il soumette au président. Seulement ça, c'est entre eux. Est-ce qu'il a besoin de milices? Un président d'un pays qui peut recruter, qui peut demander un recrutement, est-ce qu'il a besoin de milices avec lui? Non. Est-ce que les milices, ce n'est pas dans la rébellion? Bon, reprenez. Est-ce que les histoires de milices, ce n'est pas dans la rébellion? Oh, la milice, non, moi, je n'en sais pas ça. Milice armée. Il ne peut pas, il ne peut pas. Monsieur Claude, vous ne pensez pas qu'en parlant du pouvoir du CNDD et qu'en parlant des milices, c'est un peu, que le président me passe l'expression, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu une insulte à ce pouvoir qui était là et à ses dirigeants? Moi, ce que je sais, il n'y en a jamais eu de milices. Ces éléments, ils étaient à Kalea, ils étaient recrutés, ils étaient là-bas, ils ont suivi des formations. Parfait. S'il y avait des milices, des gens qui n'étaient pas armés au stade, dites-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas eu de contradiction entre le fait pour certains de penser que l'armurerie a été ouverte à la présidence et que des camions ont transporté des armes? Est-ce que des gens qui sont armés, qui ont des armes de guerre, ont besoin de gourdins, ont besoin de bâtons, ont besoin d'autres choses dans un stade? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi? Si donc il y avait des personnes au stade que Feu Jean-Marie Douré a peut-être qualifié d'avoir le même mode operandi que les gens de l'Ulimo, vous pensez que ce ne sont pas des personnes étrangères? Si, c'est des personnes étrangères. On est d'accord? Oui. D'accord. À propos justement, lorsque je vais vous lire une déclaration de M. Selou Dalein Diallo, dans son PV, cherchez-moi. Voici ce qu'il dit. Voici ce que je parle du PV de Selou Dalein Diallo, un des acteurs majeurs de cette journée. Le PV
du 4 mars 2015, fait à 10 heures. Page numéro 3. Voici ce qu'il dit. Page numéro 3, un peu à la fin. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tués. Ça, c'est M. Selou Diallo qui le dit, qui dit avoir vu M. Toumba Diakité à la tête de bérets rouges en train de tirer. Est-ce que vous croyez en sa version selon laquelle il est allé au stade pour sauver des leaders politiques? Au vu de ça, est-ce que vous croyez quand M. Toumba déclare qu'il est allé au stade seul pour sauver des leaders? Est-ce que vous croyez en cela? Je ne peux pas croire à ça. Voilà un témoin oculaire qui était sur place et qui l'a vu tirer à bout portant. Ce qui était en place, ce qu'il a dit, parce que c'est eux qui étaient en place, donc on peut pas, on doit croire à ça. Monsieur Claude Pivy, on va donc revenir sur l'ordre du président de consigner les militaires dans les casernes. Est-ce que vous avez été au courant que le président Dadis, par le truchement légal de l'état-major, c'est-à-dire du chef d'état-major, avait décidé que tous les militaires restent casernés? Bon. Moi, j'ai été mis au courant lorsque, après ma mission de brigadier, c'est-à-dire Mania entre Mania et Koya, oui, que quand je suis venu, que j'ai été maintenant au courant de ça, parce que très tôt matinal, je n'étais pas en place. Le chef d'état-major de l'époque, c'était colonel Sano. Sano, oui. Je vous rafraîchis la mémoire. Voici ce qu'il a dit. PV, le procès verbal de déposition de témoins le l'an 2014 et le 11 septembre à 10 heures. Page 2. Voici ce qu'il a dit pour la hiérarchie militaire. À la question de savoir, je pose la question. Concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Voici ce qu'il répond. À la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Est-ce que cet ordre de Monsieur le Président Dadis à l'adresse du chef d'état-major de l'armée, général de l'armée, n'est pas suffisant pour indiquer que lui, il n'a donné aucun ordre et ne pouvait donner l'ordre à qui que ce soit, côté militaire, d'aller au stade? Absolument. Vous savez, on vous a lu votre PV dressé à la police, à l'enquête préliminaire.
J'ai un confrère qui a clairement indiqué le sens de l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Je ne reviens pas là-dessus. Mais là, on veut vous faire comprendre que vous avez dit qu'il avait désigné. Mais est-ce que même dans cet ordre, la désignation n'est pas faite lorsqu'il dit que le maintien d'ordre dépend de la gendarmerie ou de la police? Là, est-ce que l'ordre n'a pas été déjà donné en amont d'ailleurs? C'est juste. Donc ce que vous aviez dit n'a été que le reflet de ce que le président a voulu véhiculer. C'est bien cela? Bien. Mais dites-moi, monsieur colonel Pivi n'est pas un gendarme? Est-il gendarme ou pas? Je ne suis pas un gendarme, je suis un parachutiste. Ah, je parle du colonel Thiebro. N'est-il pas gendarme? C'est un gendarme. À supposer même que l'on aille dans le raisonnement tenu par l'autre parti, qui consisterait à penser qu'il aurait été désigné. Est-ce que ce bout d'extrait du chef d'état-major ne constitue déjà pas un ordre donné à la police et à la gendarmerie de s'occuper du maintien de l'ordre ce jour-là en Guinée? Oui. Est-ce que dès lors un gendarme commet une faute, quelle que soit sa nature, en décidant de maintenir l'ordre, le maintien de l'ordre? En tout cas, le maintien d'ordre, ça c'est au niveau de la gendarmerie et de la police. Est-ce que le général Toto lui-même n'a pas donné pouvoir à la police d'aller et de maintenir l'ordre? Le général Mamadou Toto. Oui, il peut le dire, puisque ça relève de lui. Parce que justement, ça relève de lui, n'est-ce pas? Oui. Et voici d'ailleurs ce qu'il dit dans son PV lui-même. Le PV du 2 mars 2015, le feu général Toto. Voici ce qu'il dit à la page 2. Ainsi, j'ai demandé aux policiers, selon, de ne pas faire usage de la force après les avoir demandé d'aller sur le terrain. Est-ce que, donc, quand le colonel Thiebro va pour le maintien de l'ordre, est-ce qu'il enfreint à une règle? Non. Justement. Il n'a joué que son rôle. Il n'a joué que son rôle, n'est-ce pas? Oui. Ce rôle républicain qui lui incombait, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Toujours dans le même ordre d'idée, on a voulu vous faire comprendre ici, vous avez dit que vous aviez reçu une mission du président d'aller à Manéa. C'est bien cela? Bien. Mais est-ce que vous savez qu'il est dans les pouvoirs de tout président du monde entier, quel que soit le pays, où qu'il soit, de confier des missions spéciales à n'importe qui, de manière souveraine? Bien sûr. Alors, lorsque le président vous demande d'aller à tel endroit, est-ce que cela indique que votre poste que vous occupez, comme on le dit, est vide? Est-ce que ça veut dire que le poste que vous occupez est vide parce que le président vous confie une mission spéciale? Non. Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que le président avait confiance en vous? Il savait qu'en vous confiant telle mission, vous l'accompliriez pour le bien de la République, qu'il a agi ainsi? Exactement. Exactement. Alors, vous dites que vous aviez cette mission avant, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que le même président qui vous confie cette mission pour l'urgence et qui donne des consignes au chef d'état-major, est-ce qu'en allant exécuter cette mission, vous violez une consigne
comme on veut vous faire comprendre que vous avez violé une consigne générale. Moi, je n'ai pas violé une consigne générale parce que moi, mes consignes, c'est-à-dire ma mission était destinée. C'est le président qui m'a mis en mission. Vous savez que c'est le président qui est auteur, à travers le chef d'état-major, de la consignation des militaires dans les casernes, n'est-ce pas? Oui. C'est le même qui vous a confié telle autre mission, n'est-ce pas? Oui. En quoi on peut parler de violation de consigne ou de complicité de violation d'une consigne générale? Est-ce qu'en droit, ça peut exister? Non. Non, n'est-ce pas? Oui. Ça ne peut pas exister. Justement, Monsieur Claude Pivy, par rapport toujours à cette consigne générale, le chef d'état-major a agi. Ses propos ont été confirmés par le chef d'état-major de l'armée de terre. On a lu hier ici son PV. Le chef d'état-major de l'armée, c'était qui? C'était le général Ansouman Kaba. N'est-ce pas? Oui. Voici ce qu'il a dit dans son PV. Le PV, l'an 2000, le PV de procès verbal de déposition des témoins, l'an 2016 et le 13 avril à 10 h. Sur la première page et sur la page qui continue, voici ce qu'il dit. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires tous les militaires des camps. Au camp 2 ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. À ma souvenance, nous avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Il n'y a pas eu d'autres consignes. Ces consignes étaient répercutées. N'est-ce pas la preuve que ce que le chef d'état-major a dit, a indiqué à propos du président est vrai? Si, c'est normal. C'est exactement normal, n'est-ce pas? Oui. Mais il y a une question très importante. Vous savez, on parle souvent ici de réunions tenues au camp Alpha Yaya. Est-ce que les gens ne se trompent pas de cette réunion tenue à l'état-major? Quel est le siège de l'état-major? L'état-major, ça c'est au niveau de BKG. C'est au camp Alpha Yaya? Non, c'est au niveau de camp Samori. Ah, le chef d'état-major dit avoir présidé cette réunion. Et le contenu, c'était uniquement pour répercuter les consignes données par le président pour parler du comportement des militaires et les faire caserner. Est-ce qu'encore à ce niveau, on peut inventer d'autres réunions? Non. J'avance. Après lui, le général de brigade, Ibrahima Balde, qui était aussi chef d'état-major de la gendarmerie, vient confirmer. Voici ce qu'il a dit. C'est le procès verbal de déposition des témoins de l'an 2013 et le 26 juin à 10 h. Voici ce que lui aussi il dit. Page numéro 2. À la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette réunion, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient en notre possession et les dispositifs sécuritaires à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devraient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devraient être casernés. N'est-ce pas encore la preuve que les consignes données par M. le Président Dadis
répercuté par le chef d'état-major général, à travers ses différents états-majors, a été effectivement véhiculé. Est-ce que n'est-ce pas un autre élément qui indique que cela est vrai? Oui. Mais je peux continuer, mais je vais m'arrêter à ce niveau par rapport à cet aspect. Sinon, M. Valentin, le chef de la police, également indique dans son PV qu'il a aussi été invité à l'état-major pour les mêmes choses. Mais M. Claude Pivy, est-ce qu'à ce niveau-là, on peut penser que le président Dadis a failli un seul instant? Est-ce qu'on peut dire en amont, il n'a pas pris des dispositions pour éviter que ce qui est arrivé au stade du 28 septembre arrive? Il a bien pris ses dispositions. Il a pris toutes les dispositions en amont pour qu'on ne vive pas cela, n'est-ce pas? Oui. Mais si c'est arrivé, n'est-ce pas à cause de ceux-là qui sont... Vous avez dit que l'armée n'était pas contrôlée. Dans l'armée, il y avait de l'indiscipline. Est-ce que, n'est-ce pas ceux-là qui étaient indisciplinés qui sont allés au stade? Alors, malgré toutes ces dispositions qui ont été prises en amont par le chef de l'État, est-ce que cela signifie que ceux qui sont allés au stade, ils sont allés de leur propre chef? S'il y a eu des militaires qui sont allés au stade, ils se sont partis de eux-mêmes. Ils sont allés d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça signifie aussi que tous les ordres que le président donne ne sont pas respectés par certains dans l'armée ou n'étaient pas respectés? Bien sûr. Je vais justement revenir, puisque même le président Dalé a vu M. Toumba, M. Aboubakar, à la tête des militaires en train de tirer. Je veux justement que nous parlions. Je vais vous donner des éléments pour indiquer l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée et peut-être vous allez les confirmer. Oui. Ça va? Ça va, oui. D'accord. Monsieur Pivy, vous vous rappelez que M. Aboubakar Diakité avait enlevé à Bala Samoura, l'acteur haut commandant de la gendarmerie, son véhicule Reprenez. Est-ce que vous vous rappelez que M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, avait enlevé à M. Bala Samoura, actuel haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, son véhicule? Bon, je ne me rappelle pas de ça. Vous n'êtes jamais intervenu? Bon, il y a eu certains véhicules auxquels j'ai intervenu au camp. J'ai donné aux différents propriétaires. Bon, ça, je n'ai pas retenu ça. D'accord, j'espère que vous vous rappelez. Est-ce que vous avez également écouté ce que Eladj Mamadou Silla a dit sur film à propos des déclarations qui ont été faites par M. Aboubakar Toumba lui-même, quand il est allé là avec son équipe pour lui arracher des véhicules? Ce n'est que tout récemment, ça fait quelques 3 jours que moi j'ai appris ça à la radio. Monsieur Toumba,
Vous l'avez entendu dire qu'il a été mis à jour et qu'on l'a mis à plat ventre. Que M. Aboubakar Toumba les avait mis, lui et sa famille, à plat ventre. Effectivement, à la radio Grande Gueule, ils ont parlé comme ça, qu'ils sont venus en quantité. Comment qualifiez-vous cela? Pour un militaire, c'est quoi? N'est-ce pas de l'indiscipline? Mais ça, c'est de l'indiscipline. C'est pour cela. Ici, ce n'est pas un ordre donné par le président ni par le ministre de la Défense. Ça, c'est une mission individuelle. On appelle ça une mission individuelle. Est-ce que dans ce cas, lorsque le président parle, indique que l'armée n'était pas contrôlée, est-ce qu'il ne dit pas la vérité? Justement, le président dit la vérité. C'est pour cela souvent il nous mettait à pied pour poursuivre certains militaires non contrôlés. Il vous a toujours dit la vérité, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, vous qui avez aussi servi le président Alpha Condé par votre loyauté, et vous qui étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, je crois, au début, que pensez-vous de toutes les réformes des forces de défense et de sécurité qui ont été une priorité pour la gouvernance Alpha Condé à travers le ministre Abdoul Kabele pendant toutes ces années? Est-ce que si l'armée était aussi bonne, disciplinée, sans aucun problème, on aurait dépensé aussi de fortes sommes d'argent pour parler de ces réformes-là? Oui. Mais est-ce que ces réformes ne suffisent pas en elles-mêmes pour prouver que l'armée avait des problèmes en son sein? Reprenez la question. Le président vous Est-ce que vous êtes en mesure de continuer? Exactement. Vous pouvez continuer? Bon, je veux continuer un peu. Vous pouvez. Ouais, je veux forcer un peu. Parce que si vous forcez, après vous ne direz pas c'est parce que j'étais malade. C'est pourquoi on vous le demande. Je peux continuer. Vous pouvez continuer. Oui. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je disais, est-ce que ces réformes ne suffisent pas, des forces de défense et de sécurité, pendant toutes ces années-là, ne constituent pas la preuve éloquente qu'au sein de l'armée guinéenne ou au sein des forces de défense et de sécurité, ça ne marchait pas? Si. C'est suffisant. C'était suffisant. Pour indiquer que tout ce qui est lié à l'indiscipline dans l'armée, quand le président était incontrôlé, c'est suffisant pour prouver que c'était vrai, n'est-ce pas? Très vrai, mais vrai. D'accord. On va passer à l'autre volet de cet aspect. La tentative d'assassinat contre le président Dadis. On va en parler même s'il y a un autre procès qui va s'ouvrir bientôt par rapport à cela, puisque des personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises. On va continuer parce qu'on en parle beaucoup ici. Moi, je veux vraiment votre expérience de militaire. Comment vous qualifiez cette tentative d'assassinat contre le président? Nous, on qualifie ça d'un complot. Vous qualifiez cela de complot, n'est-ce pas? Oui. De gens qui voudraient faire un coup d'État. C'est M. Aboubakar Toumba qui a tiré sur le président, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui étaient ces hommes? Est-ce que vous pouvez en citer? Bon, c'est... Parce que ce que moi je retiens, le chef de bataillon qui était Degré, qui était là-bas. Degré Degré, qui était le chef de bataillon. Oui. Bon, maintenant, y compris son garde-corps qui est là, déjà cessé. Le garde du corps était un des hommes de Toumba. Oui. Bon, les autres là, je ne retiens pas leur nom parce que
si j'étais là-bas, j'allais les reconnaître, mais je n'étais pas là-bas, donc je ne retiens pas. Monsieur Aboubakar a toujours parlé de Jeannot d'Estaing. Ici. Est-ce que vous avez connu Jeannot d'Estaing? Effectivement, Jeannot, c'est l'un des gardes-corps aussi de Toumba. C'était un de ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous saviez que le 2, parce que vous avez dit que c'était une tentative de coup d'État et un complot, est-ce que vous saviez que le 2 décembre, Jeannot d'Estaing était à Kamsar pour faire ouvrir par la force une prison, le seul violon qu'ils ont, à Kamsar? Parce que moi-même, ça faisait quelques jours, moi je ne voyais pas ce Jeannot-là. Est-ce que vous avez entendu ça? Bon, on aura appris ça. Lorsqu'il a été arrêté, envoyé, on nous a dit ça. Parfait. Est-ce que vous saviez que c'est une élève gendarme qui s'est jetée sur lui quand il a fait sortir 2 grenades et a demandé qu'on nous suive, non, il explose. Et que cette jeune élève gendarme a dit, explosez, nous mourrons tous ensemble. Est-ce que vous saviez cela? Effectivement, on nous a dit ça. Lorsqu'on l'a envoyé, c'est le commandant Gamaka, on nous a dit ça. D'accord. Au BSC. Est-ce que vous saviez que le 3, alors que son patron était au camp Koundara, on va y revenir avec un autre qui était là, qui est dans cette salle, pour approfondir les questions. Est-ce que vous saviez, au même endroit, quand on a tiré sur l'Addis, il a clairement indiqué là que M. Aboubakar a raté, il a trahi et qu'il a voulu fuir vers la Guinée-Bissau à travers la mer? Bien sûr. Est-ce que vous connaissez celui qui était le commandant, le patron des opérations sur le terrain marine à l'époque, qui s'occupait de l'espace maritime Guinée et Guinée-Bissau? Bon, je ne retiens plus. Je m'abstiens de dire son nom pour le moment. Est-ce que vous savez que celui-là les a arrêtés et les a déposés à la sécurité de la CBG? Effectivement, on nous a dit ça. Est-ce que vous saviez que la CBG, n'ayant pas pu les maîtriser, les a déposés au camp de la marine à Kamsar? Effectivement. Est-ce que vous saviez que le camp de la marine de Kamsar, n'ayant pu les maîtriser, on les a déposés au camp qui était là? Le camp de BSC. N'est-ce pas? Oui. Vous avez également appris que dessus, il a tapé tellement sa tête au mur qu'il en est mort. C'est bien cela? C'est ce que le colonel Diamanka nous a dit. Il dit que, paraît-il qu'il a fait le commando, il a tapé sa tête au mur jusqu'à il a rendu l'âme. Alors, M. Claude Pivy, tel qu'on veut banaliser les choses, en invoquant même les dispositions du Code de procédure pénale pour parler de légitime défense, ne pensez-vous pas que tout ça était préparé? C'était préparé parce que sûrement il ne voulait pas qu'on le demande. Est-ce que vous saviez que toutes ces personnes avaient déjà un passeport préparé et que pour M. Toumba, je vais produire ce passeport-là à cette audience jusqu'à la fin, qu'il avait déjà avec lui? Un passeport était déjà préparé pour commettre ce forfait. Est-ce que ce n'était pas donc préparé? Donc ça c'était préparé. Je veux une expérience personnelle. Vous qui êtes militaire, Monsieur C.C. Raphaël nous a dit ici à l'audience, contrairement à ce qu'a dit son patron, puisque c'est lui qui lui a donné l'arme, qu'une personne s'était courbée sur le président Dadis en pleurant et que lui, il est venu le sauver. Dites-moi, est-il possible, si les hommes qui avaient accompagné le président Dadis, lui-même conduisait, il n'était pas armé, étaient là, est-il possible qu'ils aient tiré et qu'il n'ait pas eu de mort et qu'il ait eu un seul coup de feu comme C.C. Raphaël a indiqué qu'il a entendu juste un bruit bouh? Je reprends ce qu'il a dit. Est-il possible cela qu'on tire sur un chef d'État, que des gens viennent armés et ne tirent pas? Si on veut indiquer que j'ai été braqué par tout le monde et on sait comment ils ont fait, est-ce que cela est possible? Cela ne peut pas être possible. Ce n'est pas vrai. C'est parfait. Alors, je voudrais juste revenir au dernier point sur le complot
Peut-être ce sera en une question. Au vu, Monsieur Claude Pivy, du fait qu'à l'abbé, on a mis dans le véhicule, dans le réservoir du véhicule du président, du gasoil à la place de l'essence, avec les événements du 28 septembre, avec cette tentative de coup d'État contre lui, vous ne pensez pas que c'est un complot savamment organisé, c'était savamment organisé pour faire partir le président Dadis? Effectivement. Vous savez, j'ai tous les éléments de ce complot, les acteurs pris individuellement, et des vidéos ou audio, et nous en parlerons. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai terminé.